Merci d'être présent pour cette rencontre, ce dialogue, dans le cadre de ces belles journées organisées autour du livre d'histoire et du monde arabe. Nous allons aujourd'hui parler d'Averroès, Inrush en arabe. Averroès, c'est le nom latin. Il y a autour de moi Elisabeth Rodinesco, qui est universitaire, historienne, psychanalyste, auteure de livres de référence concernant la psychanalyse et bien d'autres sujets, et Jean-Baptiste Brunet, qui est professeur à la Sorbonne, à Paris 1, de philosophie arabe et latine. Alors, cette rencontre ne sort pas du hasard, ce n'est pas la table à dissection et la machine à coudre des surréalistes. Il ne s'agit pas de provoquer comme ça quelque chose d'étrange. Il y a un livre qui vient de paraître, dont Jean-Baptiste Brunet est l'auteur, Averroès, l'inquiétant. Ici, immédiatement, on pense à l'inquiétante étrangeté, donc déjà, la référence freudienne est possible. Et puis, Elisabeth Rodinesco a écrit dans Le Monde une note critique pour dire tout le bien qu'elle pensait de ce livre. Et en même temps, Elisabeth Rodinesco convient que sa connaissance du monde arabe ou de la culture arabe n'est pas une connaissance approfondie et que Freud lui-même connaissait très mal et très peu cette culture. Alors je crois qu'on va organiser un peu ce débat autour de cette figure scandaleuse, et scandaleuse à travers le temps, Averroès, et peut-être aussi cette autre figure scandaleuse, et scandaleuse à travers le temps, Freud. Alors on pourrait peut-être commencer, Elisabeth Rodinesco, par parler de la découverte de ce livre, la découverte d'Averroès et de thèses qui sont des thèses très subversives et qui vous font penser aussi, sans forcer l'analogie, à des thèses qui apparaissent chez Freud, par exemple. Merci beaucoup. En effet, j'ai reçu ce livre que m'avait envoyé Jean-Baptiste Brunet, que je ne connaissais pas, enfin, je l'ai reçu, et je l'ai trouvé absolument formidable. Et comme je ne reçois pas toujours des livres formidables, j'ai trouvé qu'il utilisait très très bien justement cette notion d'inquiétant de Freud pour expliquer l'itinéraire d'Averroès, dont je ne connais pas, mais enfin, le livre est parfaitement lisible pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément la philosophie arabe, donc j'ai fait une chronique. Alors, ça montre en effet le caractère récurrent et scandaleux d'un philosophe qui énonce cette thèse principale qui est que l'intellect est séparé et que ça pense dans le sujet. Alors, on abordera peut-être comment on peut traduire en français le ça pense, parce que ce n'est pas le ça de Freud, ce n'est pas l'inconscient de Freud, mais l'idée qu'il y a quelque chose qui pense de l'ordre du langage indépendamment de la conscience m'a évidemment tout à fait intéressée. Et puis, ce côté scandaleux de ce personnage, ce que montre très bien Jean-Baptiste, qui surgit comme inquiétante étrangeté en permanence, que ce soit le débat avec Thomas d'Aquin, avec toute la philosophie arabe, sa vie aussi, cette notion qu'il a rapporté aussi à Spinoza. Enfin, avoir situé ce personnage avec les concepts freudiens, c'est un très joli livre. Je vous le recommande. Et voilà. Donc, alors, quels sont les deux points communs qu'on a remarqués? C'est cette idée de scandale permanent. Freud, quoi qu'on en dise, même aujourd'hui, reste un scandale permanent. Conservateur éclairé, émancipateur certainement, mais pas gauchiste, le couteau entre les dents. Donc le scandale que constitue Freud continue aujourd'hui dans des sociétés occidentales où pourtant la sexualité est libre, il continue à être scandaleux, comme Darwin, comme Einstein. Donc ça veut dire que cette pensée gêne, elle continue à gêner. Alors est-ce que c'est lié au primat qu'il accorde à la sexualité, au désir, à la question de la pulsion de mort, etc., certainement.
Mais ça ne suffit pas à expliquer qu'il continue à être l'objet d'un scandale, comme Averroès. Je crois que Freud est un penseur paradoxal. Il gêne les philosophes, il gêne les bien-pensants, il gêne tout le monde, il gêne sans doute aussi du point de vue clinique, tous les gens qui voudraient qu'on se soigne qu'avec des médicaments, qu'avec la guérison des symptômes. Et puis je crois que le scandale profond que représente Freud, c'est qu'il est allé chercher dans des mythologies, dans la mythologie grecque, il est allé chercher dans les mythes l'explication du présent. Et c'est en effet ce que j'ai essayé d'expliquer quand j'ai écrit ma biographie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très bizarre chez Freud. Être allé chercher chez Édipe, dans la mythologie grecque, dans le passé, l'explication de nos comportements présents. Il n'y a qu'à Vienne, fin de siècle, qu'on pouvait avoir une telle idée. Avoir expliqué qu'on était tous Édipe qui avions envie, qu'on désirait sa mère et tuer son père, enfin, c'est cette espèce de grande mythologie. Comme ça n'a pas l'air vrai, comme ça a l'air construit, qu'il a bâti autour de ça toute une théorie du meurtre du père, il intervient toujours dans les débats de façon paradoxale, Freud. On ne peut pas le rattacher à une tradition philosophique, parce qu'on peut, bien sûr, mais lui ne s'est jamais réclamé de la philosophie, toujours de la littérature. Il s'est voulu un homme de science et il s'est intéressé à l'irrationalité en permanence. Bon, enfin bref, je n'insiste pas. Donc, il y a ce scandale qui est permanent. Et j'ai découvert, en effet, grâce à Jean-Baptiste, que Averroès aussi constituait, dans l'histoire de la philosophie, ce scandale. Merci. D'ailleurs, juste comme ça, de manière très anecdotique, Freud et Averroès, dans les programmes de philosophie terminale, ce sont les deux auteurs, finalement, très atypiques. Le seul auteur, je crois, de la tradition non européenne, Averroès, et puis Freud, philosophe, c'est toujours... il y a quelque chose... Programme toujours, en philosophie. Les deux sont au programme. Alors, Jean-Baptiste Brenet, ce qui est intéressant tout de même, c'est que depuis le XIIe siècle, donc c'est l'époque d'Averroès, de très grands esprits ont essayé de le réfuter, parce qu'on a très tôt mesuré le danger qu'il représentait, le scandale intellectuel, sans parler pour la foi. Et quelque chose a résisté, et qui fait que ce scandale perdure. Alors, vous pouvez peut-être nous rappeler peut-être les points du scandale et peut-être ce qui explique aussi la pérennité de cet extravagant personnage. Oui. Alors, bonsoir à tous. Déjà, je pense juste à une chose. Il y a un petit texte d'Averroès que personne ne lit jamais, où Averroès doute de la possibilité que la Terre soit habitable sous les tropiques, parce que, dit-il, le soleil est à pic et il fait trop chaud. Je peux vous assurer que sous cette ligne de projecteur, j'entends le texte un peu autrement. Et par ailleurs, je n'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça sur un siège pivotant. Donc je vais essayer d'être précis et clair. En effet, Averroès, c'est un penseur arabe. Je dis arabe non pas parce qu'il est ethniquement arabe, mais parce qu'il s'exprime en arabe. Il ne lit que l'arabe. Il ne connaît pas le grec, il ne connaît pas le latin. Il est andalou, il est né à Cordoue, il mourra à Marrakech au XIIe siècle. Et c'est un personnage tout à fait étonnant par son histoire. Rares sont les gens comme lui, parce qu'il appartient à la fois à l'histoire arabe, gréco-arabe, disons, il est l'héritier des grands penseurs de la philosophie grecque et arabe, et aussi il appartient à l'histoire juive et latine du Moyen-Âge, parce que ses œuvres vont être traduites et utilisées dans les aires culturelles, religieuses, juives et latines, en chrétienté. Et il se trouve que ce personnage que tout le monde va lire et utiliser parce que c'était un commentateur de l'autorité philosophique de l'époque, à savoir Aristote, ce personnage, sur la question de la psychologie, sur la question de l'intellect, sur la question de la personnalité humaine, de la manière que l'homme peut avoir de penser, et d'être moral et d'être politique, sur ces questions-là, Averroès va poser des problèmes considérables, enfin des scandales, disons, dès la moitié du XIIIe siècle, donc à peu près 50 ans après sa mort, si vous voulez. Et ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que, alors que les plus grands penseurs de l'époque, c'est-à-dire, disons, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Bonaventure, les grands noms de la théologie scolastique, alors que les plus grands penseurs vont très vite, lui, si vous me passez l'expression, lui régler son compte, d'un point de vue théorique, pas sur le terrain de la religion, mais vraiment sur le terrain de la rationalité philosophique, eh bien, Averroès ne va jamais cesser, Averroès et ses
et ses partisans ne vont jamais cesser de reparaître, de réapparaître sur la scène philosophique, prêtant le flanc à de nouvelles critiques. Et ce jeu d'apparition, disparition, de thèse, de riposte, de contre-riposte, ne va jamais véritablement quitter la scène européenne, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc je ne dirais pas qu'Averroès est le personnage central de notre histoire, parce que manifestement, vous le sauriez tous, or ce n'est pas le cas, mais si vous ouvrez les livres, si vous faites un peu d'études historiques, philosophiques, vous voyez qu'il n'est jamais loin, au fil des siècles, il n'est jamais loin, au XIVe, au XVe, au XVIe, au XVIIe, et qu'on lui a un peu prêté tous les mots, avant peut-être de les prêter à Spinoza, qu'au fond, dès qu'une chose n'allait pas, dès qu'on était le partisan d'une thèse qui posait problème, on était taxé d'avéroïsme. Bon. Et en gros, cette figure-là et le rapport que l'Europe a eu avec cette figure-là m'a intéressé, évidemment, et je me suis servi d'une catégorie freudienne très célèbre, la catégorie d'inquiétante étrangeté, pour essayer de proposer une clé de lecture de cette histoire qui dit le rapport mêlé de fascination et de rejet que l'Europe a entretenu avec cette figure philosophique arabe qu'était Averroès. Voilà. Et la thèse, en un mot, et puis après je reviendrai en 2 phrases à la question qui m'a été précisément posée, mais la thèse, en un mot, si vous voulez, c'est que si on se sert de Freud, ce qui n'est pas une plaisanterie, ce qui n'est pas un simple jeu intellectuel pour moi, hein, j'y crois vraiment, si on se sert de la catégorie freudienne d'inquiétante étrangeté pour comprendre, non pas le système d'Averroès, mais le rapport que l'Europe a entretenu à la figure d'Averroès et de l'avéroïsme, eh bien, on arrive à cette idée, vous allez me dire banale, mais en réalité, elle ne l'est pas et elle mérite d'être pensée, interrogée, à cette idée qu'Averroès n'est pas l'autre de l'Europe, n'est pas le barbare aux frontières de l'Europe, si vous voulez, mais au contraire, un étranger du dedans, c'est-à-dire évidemment un refoulé qui ne cesse de faire retour et qui angoisse à proportion du refoulement qu'on croyait avoir effectué. Donc l'idée, me semble-t-il, importante aussi pour nous, humains, pas nous, Européens, dans cette thèse, c'est de nous conduire à envisager le rapport de l'Europe, d'un terme un peu flou, hein, à Averroès et à travers lui à la philosophie arabe, comme un rapport d'extériorité interne, si vous voulez, comme un rapport de refoulement et de retour du refoulé, qui fait, encore une fois, de la pensée arabe et d'Averroès autre chose que l'absolument autre. L'intérêt étant pour nous de se demander ce qui s'est passé dans ce qui s'est joué, ce qui a été voulu, plus ou moins consciemment, dans cette pratique du refoulement à l'égard de la pensée arabe. Bon. Alors, qu'est-ce qui posait problème quand même originairement ? Je vous l'ai dit, c'est sa psychologie. Averroès, c'est en tant que commentateur d'Aristote, car il ne prétendait absolument pas faire œuvre originale. Averroès était un homme qui vénérait Aristote, considérant que c'était le summum de la rationalité et qu'il s'agissait de l'expliquer mot à mot de la façon la plus claire possible. Et expliquant sa doctrine de l'âme et sa doctrine de l'intellect, il en est arrivé à cette triple thèse, donc dans sa tête aristotélicienne, que l'intellect, comme l'a dit Elisabeth Rodinesco, est séparé. Séparé, cela veut dire précisément séparé des corps humains, de tous les corps humains, ce qui veut dire que vos corps-là ont leur être indépendamment de l'être de l'intellect, et qu'au fond, voilà ce qu'on lui reprochera, vous êtes des animaux, et hors des animaux que vous êtes se trouve une instance pensante à laquelle vous devriez, dans le meilleur des cas, vous connecter, première thèse. Deuxième thèse, tout aussi célèbre, cet intellect séparé est un pour toute l'espèce humaine. Donc, diront les railleurs sur 500 ans, nous avons ici, nous trois, vous tous, nous avons un seul et même intellect. Renan, au XIXe siècle, parlant de cette thèse, disait « Si Averroès avait soutenu cette thèse, alors son œuvre mériterait de figurer dans les annales de la démence plutôt que dans celle de la philosophie. Donc, en vérité, il fallait entendre autre chose, sauf que les Européens n'ont jamais entendu autre chose que cela, à savoir l'idée que, selon Averroès, il y a une seule intelligence pour toute l'espèce humaine. Troisième thèse, l'éternité de l'intellect, puisqu'Averroès ne croyait pas à la création ni à la destruction du monde, et autrement dit,
Nous, individus, nous sommes précédés de l'intelligence et l'intelligence nous survivra. Et ces trois thèses, à partir du XIIIe siècle, amènent ce scandale que nous ne sommes plus en mesure, à suivre Averroès, d'expliquer la rationalité de l'individu. Nous ne sommes plus en mesure d'expliquer l'énoncé pourtant évident, à savoir « je pense ». Donc Averroès, c'est l'homme d'une philosophie qu'on pourrait dire de l'anti-cogito. Il n'y a plus de cogito avant que Descartes ne soit là, mais avant même que Descartes n'apparaisse, le cogito est condamné. Je ne peux pas dire « je pense », je ne peux, dans le meilleur des cas, qu'apporter mes images, mon expérience du monde et servir de pantin, de jouet, de matière à une intelligence extrinsèque du dehors qui se servira de moi comme de vous pour opérer l'acte censé définir l'humanité. Et voilà la thèse que Thomas d'Aquin va détruire, Albert le Grand va détruire, Duns Scott détruira, et qui ne cessera de reparaître, de s'affiner, de se déplacer, et qui ne cessera d'être de nouveau combattu. Et évidemment, dans ce jeu, encore une fois, de retour, de répétition, quelque chose a lieu de l'ordre de l'angoisse de l'Europe à l'égard de tout cela, qui méritait d'être interrogé avec Freud, et c'est là qu'avec Elisabeth, nous nous sommes retrouvés. Donc, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, et puis les célèbres blessures infligées au narcissisme humain, on pourrait replacer cela dans cette perspective, mais avant que vous réagissiez, Elisabeth Roudinesco, sur ce sapant sans moi, ou cette critique finalement du sujet, et aussi par conséquent du libre arbitre, et aussi de la responsabilité, enfin de toutes ces catégories philosophiques, peut-être dire un mot sur l'inquiétante étrangeté, parce que peut-être pouvez-vous définir cette notion chez Freud. Ici, tout le monde n'est pas forcément familier. Donc avant de parler, de réagir sur le sapence, peut-être un mot simplement sur l'inquiétante étrangeté. Alors c'est venu d'un commentaire de Freud, d'un conte d'Hoffmann, Le marchand de sable. Et c'est cette idée, Unheimlich en allemand, très difficile à traduire, c'est ce qui est à la fois intime et éloigné, effrayant, angoissant, une vision à la fois familière et étrangère. Donc inquiétant et étrangeté. Moi, je maintiens cette traduction qui me paraît être la bonne. Alors évidemment, on peut broder là-dessus, c'est le dedans, le dehors, c'est ce qui est en soi le plus inquiétant, etc. Alors elle a été beaucoup utilisée, cette notion, comme très souvent les concepts de Freud qui parlent comme ça. Et évidemment, on l'utilise beaucoup. Moi, j'aurais tendance à dire, pour étendre cette question, ce qu'il y a de commun quand même, c'est que c'est un peu un spectre. C'est pour employer plutôt la terminologie de Derrida, au fond, ce que montre Jean-Baptiste, c'est que le refoulé fait retour avec Averroès. Il y a quelque chose qui fait retour et qui est impossible à abattre complètement. Alors on peut broder là-dessus. Lacan a considéré le concept de réel comme ça. C'est ce qui revient en permanence. On ne peut pas du tout... la part maudite aussi, comme disait Bataille, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Alors, il y a quand même quelque chose de commun, même si l'époque n'est pas la même. Bien sûr, Averroès travaillait à l'intérieur de la religion et de la foi, mais je pense que ce qui fait retour quand même, c'est l'idée que ça met déjà en cause le purement religieux, au nom d'une rationalité de la connaissance. C'est pas le cogito, mais c'est pire que le cogito. C'est ce qu'on ne peut pas symboliser. Alors, évidemment, ça fait penser à l'inconscient de Freud, parce que qu'est-ce qui fait scandale? Qu'est-ce qui continue à faire scandale dans cette inquiétante étrangeté de la présence de Freud en permanence? Je dirais qu'aujourd'hui, en Occident en tout cas, ce n'est pas la théorie de la sexualité. On vit dans un monde où il n'y a pas les frustrations, dans un monde où, en effet, il n'y a plus cette pression du religieux, comme du temps où Freud a travaillé. C'est pas ça le scandale permanent. Je pense que le vrai scandale permanent, et qui fait qu'on continue à avoir des batailles contre Freud, c'est l'inconscient. C'est l'idée qu'on est dépossédé, et qu'en effet, cette blessure narcissique, que cet inconscient, on n'arrive jamais vraiment à l'intégrer à la conscience. Je crois que c'est ça, le spectre dangereux de Freud, on le voit. Et d'ailleurs, la totalité des antifreudiens, que ça vienne des religieux ou que ça vienne des positivistes,
Certes, quand c'est les religieux, il y a le sexuel, mais quand même, je crois que c'est l'inconscient au sens de Freud, c'est-à-dire l'inconnu, unbewusst. C'est pas le subconscient parce qu'il est au-dessus, mais c'est ce truc séparé dont on ne sait pas quoi faire et qui vous agite à travers les rêves, à travers les lapsus. Et je crois que c'est ça qui dérange. En tout cas, ça dérange la science, parce que c'est ce qu'elle ne peut pas arriver à contrôler. On est dans une période très scientiste. Ça dérange le religieux aussi, parce que c'est pas Dieu, c'est je sais pas quoi, ou plutôt c'est Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est en même temps rationnel. Moi, je dirais que c'est là où, en effet, ça se retrouve. Jean-Baptiste Brunet, vous posez au fond deux questions qui se rejoignent. Vous parlez au fond d'une omniprésence de la critique d'Averroès au XIIIe siècle, par exemple, chez les thomistes. Puis ensuite, il y a une certaine disparition, un certain silence. Mais quand on lit Spinoza, quand on lit plus tard Nietzsche, on est étonné quand même par des problématiques ou des critiques du sujet qui sont très proches. Est-ce qu'il y a des émergences ou des résurgences, comme des sources résurgentes qui réapparaissent comme ça dans la pensée, qui auraient pu les nourrir d'une pensée du type avéroïste, mais sans le savoir? Et d'autre part, dans la pensée arabe, quel va être le devenir d'Averroès? Parce que là aussi, évidemment, Averroès, il est très gênant. On pourrait parler aussi d'un refoulé, peut-être, dans cette pensée arabe, et en particulier dans la pensée arabe moderne. Alors, s'agissant de la tradition, Averroès lui-même a des pairs, parce qu'on pourrait dire que Plotin, qui est en partie lu en arabe au Moyen-Âge, défend des thèses qui sont souvent proches de celles de l'aristotélicien qui est Averroès. Je pense qu'il est quand même intéressant, entre parenthèses, en fait, de considérer que si Plotin n'a pas fait scandale là où Averroès l'a fait, c'est parce que Averroès a défendu des thèses similaires, mais sur une base aristotélicienne, ce qui change tout en vérité. Mais bon, ça, ce serait trop compliqué. Quant à l'inscrire dans une ligne qui verrait ensuite Spinoza et Nietzsche, c'est absolument vrai. On pourrait rajouter Marx, qui d'ailleurs, dans un texte, un petit texte sur la critique des fondements de l'économie politique, parle en anglais du general intellect, de l'intellect général, dont se sont emparés certains médiévistes pour dire « Ah, il faut y voir une préfiguration », enfin un rappel plutôt de ce qu'Averroès lui-même disait. Donc ça, c'est tout à fait exact, et Averroès, c'est un peu le père, si j'employais une expression volontairement presque vulgaire, brutale, mais c'est un peu le père de toutes les crevures philosophiques de l'histoire, si vous voulez. Et donc il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Dans le monde arabe, son destin est très particulier. C'est assez connu parce que, pour des raisons contingentes, politiques, de conquête, de perte de territoire, de déplacement de l'islam, évidemment, son œuvre n'a pas eu, dans l'islam occidental, n'a pas eu de prolongement durable. Et s'agissant de sa récupération et de sa lecture à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle et aujourd'hui, ça n'est pas tellement sur ces affaires-là qu'on se déchire, c'est plutôt sur la question de l'Averroès musulman, de sa doctrine de l'interprétation, de la question chez lui de l'accord entre rationalité et révélation. Ce sont sur ces questions-là que le monde arabe, aujourd'hui, dans des sens assez divers, et parfois assez imprécis, au service plus d'idéologie que de la science, c'est sur ce terrain-là qu'on se place. J'aimerais rebondir aussi sur ce que Elisabeth disait sur la Unheimlichkeit, le Unheimlich, c'est-à-dire l'inquiétance ou l'inquiétante étrangeté ou l'inquiétant familier, parce que c'est une notion à la fois bien connue mais extrêmement belle et ici très féconde. Parce qu'effectivement, le Unheimlich chez Freud, ça n'est pas le non familier, ça n'est pas simplement le non familier, hein, le un en allemand c'est le non, la négation, ça n'est pas simplement le non familier, c'est le jadis familier qu'on a surmonté ou refoulé, dit Freud, et qui nous revient, et qui nous revenant alors qu'on l'a refoulé ou surmonté, nous angoisse. Donc c'est un type d'angoissant qui est l'angoissant non pas de l'altérité radicale, du non familier, mais du jadis familier. C'est cela la clé la plus intéressante pour aborder, encore une fois, dans le rapport de l'Europe à la pensée arabe et à Averroès,
pour aborder cette histoire très paradoxale. C'est quand même si je disais tout à l'heure que c'était banal, ça n'est pas tant que ça. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement pensé ou bien digéré ce que ça veut dire, mais la pensée d'Averroès l'arabe, comme l'appellent les humanistes, cette pensée-là, c'est le jadis familier de l'Europe. C'est-à-dire c'est un archaïsme de l'Europe, si vous voulez, mais un archaïsme non pas pour dire que c'est une première étape d'une pensée européenne qui se serait libérée d'une sorte d'enfance de l'intelligence, pas du tout. Un archaïsme au sens grec de l'arché, c'est-à-dire du principe qui est toujours là. Il y a quelque chose qui est toujours là. Et je me suis beaucoup intéressé on peut se le demander aussi pour Freud, parce que ce que disait Elisabeth Rodinesco est très vrai. Le sort que connaît la psychanalyse, le rejet qu'elle suscite, extrêmement violent, c'est quelque chose que connaît l'avéroïsme. Mais même aujourd'hui, pourrait-on dire, évidemment, dans un cercle infiniment plus restreint. Et on peut se demander, s'interroger sur les raisons de ce rejet. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler, comme je viens de le faire, d'une familiarité de jadis, mais qu'est-ce qui nous était jadis familier, dont nous parlerait Averroès ou que représenterait Averroès, et qu'on aurait voulu refouler ou surmonter? Voilà la vraie question. Et c'est quand même rare dans l'histoire, c'est assez beau, d'avoir affaire à des systèmes inquiétants, d'avoir affaire à des systèmes angoissants, et non pas, disons, des systèmes qui seraient réactionnaires ou des systèmes qui seraient conservateurs. C'est rare, les systèmes angoissants, les systèmes qu'on nie et qu'on n'arrive pas à faire disparaître, lors même qu'on les nie. Averroès fait partie de ces auteurs-là. Et on peut se demander donc pourquoi il est angoissant. Il l'est parce qu'il développe une psychologie qui contient... Alors déjà, s'intéresser à la formation de la pensée, c'est peut-être pour tout homme en soi angoissant. Mais la manière qu'il a d'entendre la psychologie développe des éléments qui retrouvent, qui croisent, voilà ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, ce que Freud appelle les motifs de l'inquiétante étrangeté. Donc Freud prend plusieurs cas qui nous angoissent dans la vie quotidienne. Et Freud dit, vous voyez, là, c'est un cas typique d'inquiétante étrangeté. Cela tient à ceci, qui en fait rappelle cette chose-là que nous connaissions très bien lorsque nous étions enfants, ou lorsque le sauvage dans l'homme pense, et qui est réactivé par cette situation. Donc il y a dans la psychologie d'Averroès quelque chose qui réactive une dimension du psychisme européen dont le psychisme européen a voulu se départir. Et je termine juste sur ça, je continue évidemment de m'intéresser aux raisons de cette dimension angoissante d'Averroès et de l'avéroïsme. L'une d'elles, massive, c'est qu'Averroès, comme vous le savez, et la philosophie arabe, c'est non pas la source de la pensée médiévale latine, et donc la racine de l'Europe, pour dire les choses de manière un peu provocante, mais c'est assurément l'une des sources. Et donc le corpus d'Averroès traduit en latin est lu par tous les théologiens, tous les philosophes médiévaux, lesquels sont constitutifs de la modernité européenne. Le corpus d'Averroès, c'est l'une des sources dont l'Europe procède. Et il n'est pas difficile d'imaginer que l'Europe, pour penser sa propre génialité, pour s'inventer une sorte d'originarité ou pour gommer certaines de ses provenances, il n'est pas difficile d'imaginer que l'Europe éprouve quelque angoisse à voir revenir un corpus dont elle ne veut plus entendre parler. Très bien, donc vous pouvez réagir sur cela, mais aussi peut-être dans l'inquiétante étrangeté, il y a aussi le thème du reflet, du double, qui peut être un élément aussi de proximité. Vous citez la célèbre anecdote de Freud dans le train, dans le compartiment, quand il est effrayé par lui-même. Bien sûr, mais de toute façon, le double, il est toujours présent chez Freud. Il ne faut jamais oublier que Faust, Méphisto, l'ange et Jacob, enfin, c'est tout le temps ça. Mais je dirais, moi, si on veut l'étendre, cette histoire d'inquiétante étrangeté, cette angoisse permanente, il y a la notion de quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser par la raison, par le discours, par l'organisation de la société. Il y a un autre thème qui est l'inquiétante étrangeté permanente et qui est mondiale, la révolution. En Occident, on a passé son temps à tout faire pour que ce qu'on appelle l'esprit de la révolution, on va l'appeler comme ça, pas la révolution réelle, mais l'esprit de la révolution, on le met à la cave, tout a échoué. Bon.
Et puis ça revient. On a des situations, si on veut l'actualiser, moi j'avais comparé avec Nuit debout, on ne croyait quand même pas qu'on allait revoir comme ça quelque chose, de gens pas contents, d'une espèce de... Et de quelque chose qui est familier, qui est connu quand même, qui prend les symboles de ce qu'on croyait avoir aboli l'esprit révolutionnaire. Alors, évidemment, là, dans le monde arabe, on l'a vu venir aussi, mais il venait d'où alors? Mais en tout cas, on peut l'étendre. C'est quelque chose qui est angoissant, qu'on ne peut pas maîtriser et dont on ne sait pas quel va être le devenir. Et que c'est au moment où on pense qu'on avait maîtrisé tout ça que ça revient. Bataille avait formulé quelque chose de très fort avec la part maudite, hein, cette irruption de quelque chose qui vient, oui, la dépense, la part maudite. Alors on l'a aussi, hein, sous des formes inattendues, qui attendaient que d'un coup, je vais aller encore plus loin, qui attendait Donald Trump. On n'aurait pas cru quand même dans un monde dit civilisé où on a d'un côté tout ce qui est très mal élevé qu'on n'attendait pas. Donc c'est quelque chose en effet qui dépasse la simple psychologie. Là, c'est vrai que c'est une très grande notion de Freud, mais on peut la travailler de ce côté-là, du côté politique. Et là, je pense que... Alors du coup, moi j'ai lu du Averroès dans l'optique, je suis pas du tout dans l'optique qu'avait apporté Jean-Baptiste Brenet, et c'est vrai que ça marche. Y compris l'iconographie que vous avez sortie, quoi. On le met au trou, on arrive à l'assommer, Saint Thomas l'assomme, et puis il est là, il ressurgit comme une figure mélancolique aussi. Alors évidemment, on peut dire entre l'Orient et l'Occident, bien entendu, hein, mais je crois qu'on est dans une période politiquement aujourd'hui, dans notre monde, d'inquiétante étrangeté. Hein. On ne s'attend pas du tout. On a cru qu'on allait avoir la paix, qu'on allait régenter bien le monde, que tout allait bien marcher avec le capitalisme. Et puis on a eu l'irruption de la folie religieuse, l'irruption du populisme, l'irruption de toutes sortes de choses. On croyait que la raison allait abolir cette chose-là. Non, le cogito, dans ce sens, ne marche pas. Je voudrais vous donner, à la suite de ce qu'a dit Elisabeth, effectivement quelques exemples et de ce que vous avez dit à propos du double pour essayer de tester l'hypothèse un peu. Comme je vous l'ai dit, Freud parle de motif de l'inquiétante étrangeté. Et le premier motif de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire la première chose qui fait que dans une situation où vous allez trouver cela angoissant au sens d'étrangement inquiétant, c'est la castration. Il dit la vraie clé de lecture, par exemple, du conte d'Hoffmann, L'homme au sable, c'est-à-dire le marchand de sable dont a peur l'enfant et qui doit aller se coucher pour ne pas recevoir le sable dans les yeux, le vrai motif angoissant là-dedans, c'est une peur de la castration. Bon. C'est-à-dire que tout le conte d'Hoffmann, dit Freud, est centré sur la question de l'œil qui a peur d'être arraché, dont on a peur qu'il soit arraché, cette peur de l'extraction du globe correspondant, cachant, masquant, évidemment, une peur de l'émasculation. Alors, il se trouve que cette première entrée-là dans l'inquiétante étrangeté freudienne cadre parfaitement avec la lecture qu'on a pu faire d'Averroès, puisque Averroès, lorsqu'il parle de l'intellect, le compare à une notion technique de la philosophie aristotélicienne qui est le diaphane. Le diaphane, c'est cet espace intermédiaire entre la lumière et votre œil, et il dit que l'intellect est semblable au diaphane. Et lorsque les latins l'attaquent, ils disent « Toi, Averroès, qui sépare l'intellect, c'est comme si tu séparais de l'homme son œil. » Et les textes sont innombrables qui présentent la séparation de l'intellect averroïste comme une exorbitation, comme une extraction, un arrachement, un arrachage de l'œil, laissant l'individu totalement aveuglé, et évidemment la vue étant le symbole de l'intelligence, privé de toute rationalité. Et il se trouve qu'effectivement, dans l'iconographie, vous avez un certain nombre de tableaux italiens, généralement, qui s'appellent le Triomphe de Thomas d'Aquin, où Thomas d'Aquin est présenté en chair, bénéficiant de l'illumination de Dieu, des apôtres et des meilleurs théologiens et philosophes, et au pied, allongé en turban, barbu, vaincu, parfois énervé, parfois mélancolique, alangui, déchirant les livres. Au pied de Thomas d'Aquin, vous trouvez Averroès. Il se trouve que, de façon totalement accidentelle, à Syracuse, j'ai trouvé l'un de ces triomphes de Thomas d'Aquin qui m'a frappé
et j'ai pris moi-même la photo qui paraît dans le livre, parce que en m'approchant de cet énième triomphe de Thomas d'Aquin contre Averroès, l'homme qui nous arrache les yeux, eh bien, en m'approchant, j'ai constaté que la toile avait été saccagée, je ne sais pas quand, je ne sais pas au cours de quel siècle, mais quelqu'un, au couteau, avait arraché les yeux d'Averroès et laissant apparaître son visage désormais sans regard, en une version, si vous voulez, tragique de l'arroseur arrosé. Donc, des exemples, des illustrations de l'inquiétante étrangeté avéroïste, vous en avez beaucoup. Le double, effectivement. Si Averroès sépare l'intellect de nos corps, eh bien, nous sommes au moins double. Nous sommes l'homme animal, l'homme qui vit quotidiennement, qui sent, qui imagine, et puis, tantôt, nous sommes l'homme qui pense par agrégation à cette intelligence séparée, sauf que désormais, je ne peux plus dire « je sens » ou « je suis » ou « j'imagine » et « je pense » d'un seul et même jeu, d'une seule et même voix. Je suis au moins deux. Un seul intellect pour l'espèce humaine, quelle peur cela recouvre-t-il, évidemment? La peur d'une sorte de confusion. Averroès lui-même le disait, il est vrai qu'on pourrait me reprocher dans ce cas-là, s'il y a un seul intellect pour tous les hommes et que l'intellect nous constitue, on pourrait me reprocher le fait que tous les hommes n'auraient plus qu'un seul et même être. Je serai par ton être, tu serais par mon être. Ça, c'est une réactivation, évidemment, d'une forme de panique douce qu'éprouve tout humain au souvenir refoulé, surmonté qu'il peut avoir de la confusion, évidemment, qui régnait lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Enfin, les exemples sont nombreux. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai qu'on pensait à Édipe, évidemment, mais, Euclée. Mais c'est plus compliqué parce que, bien sûr, que Édipe est la figure centrale pour Freud, mais curieusement, ce qui intéresse Freud dans la tragédie de Sophocle, c'est pas le moment où il se crève les yeux. C'est le désir de la mère, que d'ailleurs Édipe ne désire pas dans la pièce, et le meurtre du père, dont on sait qu'Édipe n'a pas su qui tuait son père, puisqu'il ne savait pas que c'était son père. Donc, Freud opère ce détournement. Il n'y a pas tellement de commentaires de Freud sur la scène, en effet, où Édipe se crève les yeux. Ça va de soi. C'est vrai que pour lui, Jean-Baptiste a raison, c'est la question de l'énucléation joue. Mais curieusement, il n'a pas trop commenté ça, Freud, sur l'histoire d'Édipe. Par contre, Lacan, oui. C'est-à-dire, Freud ne s'intéresse pas trop à l'Édipe d'après, quand cet homme, Édipe à Colonne, hein, n'est plus qu'un vieillard aveugle. Donc, on peut, alors, en revanche, on peut freudianiser toute cette histoire, en effet. Très bien. Pour terminer, avant de donner la parole à la salle, ce que vous dites et votre livre complique singulièrement le pseudo-débat qui avait été allumé, si j'ose dire, entre guillemets, il y a quelques années, autour d'Aristote au Mont-Saint-Michel, savoir si finalement l'héritage grec était déjà présent, une façon de minimiser d'une certaine façon le rôle ou la médiation des penseurs arabes, entre guillemets, dans la transmission, dans la translatio studiorum, c'est comme ça qu'on dit. Donc ça, c'est intéressant parce que vous montrez que les enjeux ne sont pas simplement des enjeux historiques de legs, mais ce sont des enjeux à la fois théoriques et puis à penser au plan même de l'inconscient de l'Europe. Oui, bon, vous faites allusion à ce triste livre, à la fois scientifiquement nul et idéologiquement nauséabond. Donc, évidemment, c'est pas que ça complique, c'est que je conteste, comme tous les gens honnêtes et scientifiques, disons, je conteste totalement ce livre. Donc, je le complique pas, je dis autre chose. Et pour terminer sur cette question, j'ai commencé par une référence à un petit texte d'Averroès sur les tropiques, où Averroès dit qu'il n'a pas sans doute d'habitants là-dessous parce qu'il fait trop chaud. Mais je voudrais terminer sur une autre idée qu'il a et qui dit exactement l'inverse et qui me plaît beaucoup, et qui est selon moi une raison supplémentaire de compliquer son rapport à l'Europe et de comprendre ce que l'Europe a eu de délicat dans sa pensée. C'est que Averroès explique dans un tout petit texte très beau, très difficile, qu'on peut être certain, il a une belle confiance métaphysique, on peut être certain que le savoir, la science,
ne désertera jamais le globe terrestre. Et qu'on peut en être certain au point que, sans quoi la nature serait vaine. Donc la science, la vérité ne peut cesser d'exister dans le monde, on peut en être sûr. Et, dit-il, on peut du coup être sûr, nous qui vivons au nord, dans la partie septentrionale du monde, menacés par les guerres, menacés par les maladies, on peut être sûr que notre pratique de la philosophie et de la science ici, dans la partie nordique des terres habitées, eh bien, serait compensée, si nous devions disparaître, par ce qui se joue dans la partie méridionale, c'est-à-dire la partie sud, sous les tropiques du globe. Cette thèse est absolument géniale, parce qu'elle veut dire que les gens du Nord, dont il faisait partie, incluent dans leur acte même de philosopher, supposent dans leur acte même de philosopher l'exercice de la science, de la philosophie, du savoir au Sud. Et que sans cette sorte d'économie compensatoire du Sud par le Nord, eh bien, la nature serait menacée de nullité, de vanité. Et c'est une belle thèse parce qu'on comprend que l'Europe, si l'Europe, à un moment donné de son histoire, ce qui est très difficile évidemment à penser, mais c'est constitué par, pourrait-on dire, continentalisation, par rétraction, en faisant de la mer une frontière, ce que la mer n'était pas, eh bien, l'Europe ne pouvait que trouver inquiétant un homme qui, lui, contre la frontière, postulait la nécessaire pratique de la science au-delà de la Méditerranée et au-delà de l'océan. C'est l'une des raisons auxquelles, en ce moment, je pense, et qui me permet de ne pas vous laisser sur cette triste idée des tropiques, comme si... évidemment, c'était absolument inhabitable. Ce que Avicenne, lui, contestait en disant non, non, c'est même, non seulement c'est habitable, mais c'est même le meilleur endroit pour y vivre. Très bien. Quelques questions, si vous voulez bien. Un micro va vous être passé. Posez des questions, s'il vous plaît, assez courtes et sous une forme interrogative, selon la règle grammaticale. Merci. Oui, bonjour. Alors, moi, je me posais la question de l'actualité d'Averroès, et surtout dans un contexte d'une forme d'inquiétude qu'on pourrait avoir face au développement de l'intelligence artificielle, et donc ce qui pourrait sembler une forme de dépossession de ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire l'intelligence, puisque... Voilà. Oui. À ça, il y a beaucoup de réponses possibles. C'est une question tout à fait pertinente. La réponse d'Averroès, c'est de dire de toute façon qu'aucun acte d'intelligence ne se fait sans l'imagination de l'individu. C'est une thèse aristotélicienne et il y souscrit absolument. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais d'intelligence absolument abstraite. Tout acte d'intelligence a un substrat, a une base, a un socle individuel et imaginal, si vous voulez. Donc sans votre corps, sans votre expérience du monde, différente de la mienne par exemple, aucun acte d'intelligence n'a lieu. Il est absolument contre tout platonisme qui imaginerait que les idées existent hors de leur incarnation individuelle. Donc son actualité, elle est là. C'est que quand bien même on pense quelque chose comme une intelligence artificielle, la vraie question, c'est de savoir quel est le support individuel et imaginal qu'on peut apporter pour alimenter ou s'approprier cette intelligence artificielle. Vous savez, il y a un grand concept de la théologie musulmane, c'est ce qu'on appelle le kasb ou l'iktisab, qui signifie l'acquisition de l'acte, l'appropriation de l'acte. Dieu crée tout, mais l'individu s'approprie son acte. Et bien, d'une certaine manière, Averroès, en philosophe, s'est intéressé à la question de l'appropriation, et c'est dans le corps, dans l'image, qu'il a placé cet acte d'appropriation. Donc je crois que c'est une belle réponse à l'angoisse que pourrait susciter la séparation de la technique. Oui. Il ne faut pas avoir d'angoisse avec l'intelligence artificielle. On peut aussi répondre à cette angoisse que ça provoque, l'intelligence artificielle, comme d'ailleurs ce qu'on a appelé le transhumanisme, c'est-à-dire la dépossession de tout par l'humanité. Mais on aboutit quand même à une tautologie, ce qu'il faut bien mettre la pensée dans l'ordinateur pour qu'il puisse ensuite... produire quelque chose. Donc c'est une tautologie, cette histoire. C'est pas vrai que ça marchera tout seul. Je ne crois pas du tout, parce qu'il faudra toujours produire la manière de le faire marcher. Autrement dit, c'est beaucoup mieux dans la guerre des étoiles que dans
que dans les fantasmes qu'on vous raconte dans la presse du robot qui penserait tout seul. Non, c'est la même chose. Même s'il y a de l'inconscient, même s'il y a de l'inquiétante étrangeté, le support, c'est quand même l'être humain. Une autre question? Oui, s'il vous plaît. Merci. Levez la main. Je voulais vous remercier pour ce que vous venez de dire concernant Averroès. C'est un personnage qui me fascine, que j'ai un peu travaillé pour des raisons très particulières. Vous avez parlé effectivement de sa notion d'intellect séparé qui a posé problème et qui a fait de lui un philosophe porteur d'une étrangeté. Propos que ne désavouerait pas Alain de Libéra, qui a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur la question et qui l'a défendu avec beaucoup d'acharnement. Figure arabe de la rationalité européenne, aux sources de la Renaissance, les Lumières arabes, dans différents articles écrits et autres. La question que je me pose, est-ce qu'il ne faut pas remonter aux humanistes de la Renaissance? Pétrarque a été un des premiers à descendre un petit peu Averroès et les philosophes, porteurs d'une vision caricaturale d'Aristote. Propos qui ont été élargis, commentés d'une autre façon par Renan. Alors, la question que je me pose dans le contexte actuel très difficile entre les deux rives de la Méditerranée, pour reprendre les propos d'Alain de Libéra, que j'ai longtemps suivi dans sa démarche, ne pensez-vous pas qu'il serait salutaire d'enseigner de part et d'autre de la Méditerranée, pas uniquement en France, la pensée d'Averroès, porteur de rationalité dans le contexte actuel? Ça serait une dimension salutaire. Et pourquoi pas l'enseignement au Collège de France? Voilà mes questions. Bien oui, bien sûr. Bon, déjà, vous citez Alain Libéra. Alors là, je vous suis à 100%. C'est mon maître. Donc, je suis absolument d'accord. Sur les humanistes, vous avez totalement raison. Ce ne sont pas les premiers. Hein. Il y a avant eux les théologiens scolastiques, mais Pétrarque arrive très vite. Et les humanistes, alors là, c'est un régal pour celui qui veut le lire avec l'œil de la psychanalyse, parce que à chaque mot, ils trahissent quelque chose d'autre que ce qu'ils disent. Hein. Par exemple, Vives, du XVIe siècle, lui parle d'Averroès comme d'un sauvage qui semble venir d'un autre monde, appartenir à une autre nature, éduqué dans le désert ou la forêt. Bon, c'est tout à fait fascinant. Faut-il enseigner à Averroès et valoriser son rapport à la rationalité? Ben, évidemment, je vous suis complètement. Moi, quand j'étais professeur de lycée il y a une vingtaine d'années, je l'enseignais c'était l'époque où on avait mis Averroès au programme du baccalauréat. Depuis, il n'y a pas un auteur arabe de plus, malheureusement. Donc je milite chaque année pour qu'on ajoute la liste, on accroisse la liste. Mais il faut absolument faire cela. Mais cela étant, ne pas s'enfermer totalement dans la question du rapport à la religion islamique, la question de l'hypocrisie d'Averroès, fondamentale. On peut dire des choses très précises et très fortes. Je dois vous dire que même, compte tenu de l'état du monde actuel, je le relis sur les questions religieuses avec un autre œil, c'est vrai. Mais il faut aussi montrer l'Averroès technicien dans d'autres champs que celui, ne pas enfermer la pensée arabe dans la question de l'exégèse coranique. Ça n'est qu'une infime partie de ce qui se joue. Une autre question? Oui, madame. J'ai une question sur le miroir et le comment ça marche, le passage dans votre livre. Je crois que c'est vers la page 90. Vous dites qu'il y a peu de miroirs chez Averroès, mais Thomas d'Aquin a trouvé cet exemple dans le grand commentaire, dans un passage décisif du grand commentaire. Et je voudrais savoir si, à votre connaissance, des lecteurs d'Averroès arabes ont aussi remarqué ce passage et l'utilisation du miroir. Dans la philosophie arabe, le miroir est omniprésent, mais généralement c'est Avicenne qu'on cite parce que lui, il en fait un modèle opératoire à tous les étages de sa pensée. Or, le grand penseur de l'islam, c'est Avicenne, parce que c'est lui, lorsqu'Averroès va sombrer et disparaître de l'histoire pendant des siècles, c'est lui en revanche qui connaît un essor considérable dans l'islam oriental.
Donc, à ma connaissance, je ne connais pas d'auteur arabe qui se réfère à ces passages, aussi parce que c'est un petit passage du commentaire à la physique, donc c'est extrêmement technique. Et comme c'est très rare et technique, je ne l'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé, ça m'aurait intéressé, mais pour l'heure, la recherche continue. Une autre et dernière question. Vous posez une question, pardon ? Je vais vous poser une question qui est sans doute hors sujet. J'ai entendu dernièrement l'omniscient Michel Onfray dire que les grands problèmes d'islam actuel viennent du fait qu'il n'est pas connu un Spinoza, c'est-à-dire en référence bien sûr à la religion de Spinoza. Alors en tant qu'avéroïste, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre ? Oh, avéroïste, oui, c'est ça. Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans notre milieu. Est-ce qu'il faut répondre à tout le monde ? Donc, mais effectivement, j'ai entendu cette phrase, mais il n'a pas lu Averroès. Il faudrait qu'il le lise, puis qu'il se taise. Je crois que c'est Hegel qui disait qu'on commence par être spinoziste, c'est ça. Commençons tous par être spinozistes. Écoutez, je vous remercie. Il faut clore cette rencontre très intéressante. Et merci à vous et merci à nos invités. Merci.